sponsors et aux orgas, parce que c'est des événements qui n'existent pas sans eux. Ok, mon actualité actuellement, Pablo Perno, mon actualité c'est que, je ne sais pas si vous connaissez, c'est très prétentieux ce que je veux dire, je ne sais pas si vous connaissez Alan Lomax. Alan Lomax c'est le gars qui s'est amusé à, il s'est pas amusé, c'était intéressant, à aller enregistrer tous les vieux artistes noirs dans l'Amérique blanche des années 30, 20, 40 pour sauvegarder le truc. Donc là moi j'essaye de sauvegarder Rachel, Claude, Laurent, etc. Je fais des masterclass enregistré sur un site qui s'appelle Projet Winston. Il y en a 2 qui sont sortis pour l'instant, une sur le product management avec Rachel et une sur Scrum et l'agilité avec Claude. Et il y a toute une partie, il y a au moins 1 heure de libre accès pour chaque. Okay, et si vous étiez là à la keynote de Rachel, le truc enregistré hier sur ShapeUp, c'est pas moi, enfin si c'est moi, mais c'est Laurent Meurice qui présentait ShapeUp, et Claude et moi, on avait nos lance-roquettes. Et ça sera en ligne ce soir ou demain. Ça dépend du réseau ou après-demain. Autre actualité, il y a la 2e édition de Kanban avec Laurent Morisseau qui vient de sortir, avec laquelle je suis co-auteur. Je pense que ça fait vraiment un changement vis-à-vis de la première. Et une actualité plus personnelle, c'est ce petit bouquin qui s'appelle Petit manuel de pensée organisationnelle, dont on va parler là finalement. Ce dont je vous parle, c'est 3 chapitres ou 4 de ce petit livre. Ok ? Et j'ai déjà gagné 5 minutes. Ah non, je n'ai pas fini. Le contexte. Alors, pour discuter, on va se mettre dans un contexte un peu romancé, c'est pas le terme, mais fictif. Je ne sais pas si vous connaissez Cyberpunk, c'est un jeu de rôle, et ce qui est très intéressant, c'est que le gars, dans les années 80, il a écrit des choses qui sont en train de se produire là, notamment la prise en main par les néocorporations qui deviennent plus importantes que les États. Et dans ce qu'il raconte, il imagine que tout d'un coup, en 2028, 2029, le réseau s'effondre, le réseau Internet, et un nouveau réseau qui apparaît, qui est contrôlé par les néocorporations. Moi, ce que j'imagine en m'amusant, en discutant avec Henry Lovenbrook, qui est un romancier très sympathique, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle Carbon Squad. C'est une équipe qui, tout d'un coup, c'est des éco-terroristes qui décident de faire une action coup de poing en 2034, pas 2035. Il faut que je change la date pour la Coupe du Monde en Arabie Saoudite. Puis après, c'est les dominos. Tous les gouvernements s'effondrent et on se retrouve finalement dans un monde qui est divisé en 3 zones. Les néocorporations, c'est MAGA à fond. Les dictatures, bah vous les voyez, elles arrivent là. Les 2, ils arrivent. Plus potentiellement des zones avec des replis civilisationnels qu'on va appeler éco-villages. Et puis vient après, avec l'effondrement des limites planétaires, une 4e zone qui est trop chaude pour y vivre, quoi. Ok ? Puis viennent d'autres choses. Vous pouvez, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi aller voir le site Red Team Défense, qui est des bouquins et un site fait par l'armée de la défense. L'armée de la défense, bon, le ministère de la Défense. 3 bouquins, et il y a plein de scénarios sur ce qui peut arriver et à quoi ils se préparent. Il peut y avoir des trucs drôles, entre guillemets. Donc on a ces 4 zones, et nous on se dit qu'on est dans la zone des éco-villages, dans ces petites enclaves civilisationnelles. Ben, moi j'imagine qu'en 2052, ce serait ma dernière limite à mon avis, pour moi, mais en tout cas mes enfants retournent dans la maison de famille dans le Gard, parce qu'on est dans un petit village, puis on a les copains autour. Il y a déjà des copains qui ont récupéré des fusils de chasseurs au cas où. Moi j'ai des machettes cubaines, je suis né à Cuba. On a de la place pour faire quelques cultures, et puis on connaît un peu les familles autour, et puis il y a peut-être un espace pour vivre. Ok. Donc on se fait des scénarios dans cet éco-village. À chaque fois, ces scénarios mettent en évidence des principes que vous pouvez utiliser dès maintenant, qui sont des outils qu'on utilise dès maintenant, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que je peux avoir un tableau blanc? Merde, j'ai complètement oublié ça. Ah, j'ai des craies, j'ai des feutres. J'ai des craies? Non. Et les feutres? Ah oui, c'est possible. Bon, c'est pas grave. Je vais passer... ça va tricher, mais c'est pas grave. Bon. Vous allez bien m'écouter, je vais aller vite, puis après on va regarder le tableau que j'ai mis après. Ok? Donc on se dit qu'il y a plusieurs situations. La première situation, c'est « trouve-moi du bois sec ». On veut trouver du bois sec. Donc on se pose des questions. Est-ce qu'on sait trouver du bois sec? Oui.
Est-ce qu'on va réussir à trouver du bois sec? Oui. Est-ce qu'on sait comment faire? Oui. Est-ce qu'on est sûr de réussir? Oui. Ok, on est dans notre éco-village? Oui. Oui. Qu'est-ce qui pourrait être embêtant? C'est que je commence à dire, ah oui, mais alors par contre, tu ne me prends pas des branches comme ça, tu me prends des branches comme ça. Non. Là, on est dans une situation, je parle de kinévine, cinéfine pour ceux qui connaissent déjà, hein. Là, on est dans une situation qu'on va appeler simple, évidente. Trouve-moi du bois sec. Et j'apprends tout de suite que dès que je dis plus de choses que trouve-moi du bois sec, je fous le bazar. Ah ouais, non mais attends, il a voulu dire comme ça ou ça, il est d'accord? Non, trouve-moi du bois sec. Je regarde, c'est du bois sec, je prends. Ok? Observer, catégoriser, j'ai ma réponse. Simple. D'accord? Est-ce qu'il y a une meilleure façon de faire que de trouver du bois sec? Non. Ok. On passe au suivant. Pour avoir une autre question, parce que le bois sec, ça va, c'est facile, il n'y a pas de risque, etc. On passe à la deuxième. La deuxième, c'est il nous faudrait des champignons, ça serait bien de manger des champignons. Dans l'éco-village, ça nous ferait du bien. Là, on fait la bouffe en commun tous. Manger des champignons. Alors attention, manger des champignons, c'est autre chose que trouver du bois sec. Où est-ce qu'il est le champignon? Où est-ce qu'il se trouve? Est-ce qu'il est comestible? Quel type de champignon, etc. Donc, même question. Est-ce que l'on sait faire? Est-ce qu'on sait faire? Demain, vous êtes en 2052 dans un éco-village. Est-ce que vous savez trouver des champignons? Est-ce que vous savez trouver du bois sec? Oui. Oui. Est-ce que vous savez trouver des champignons pour les manger? Il pourrait y avoir deux réponses. S'il y a Émile qui connaît les champignons depuis 50 ans, oui. S'il n'y a pas Émile, je ne sais pas trop. Donc on a deux options là. On va prendre la première, puis on va prendre la seconde, parce que justement, ça amène des choses différentes. Ok, donc on a la situation où on a des experts. Émile, puis on a Pauline, on a Émile, et on a Laetitia. Ok, 3 experts en champignons. Donc, est-ce qu'on va les trouver, les questions? Est-ce qu'on sait faire? Oui, si on a nos experts. Est-ce qu'on a la réponse? Oui, mais Laetitia, elle pense que c'est mieux d'aller prendre cela à tel endroit, et Émile, il pense que c'est mieux d'aller prendre cela à tel endroit, et Pauline, elle pense que c'est mieux d'aller prendre cela à tel endroit. Est-ce qu'on est sûr de réussir? Oui, mais ça va dépendre des façons. Enfin, je ne peux pas vous dire à l'avance la recette qu'on va se faire, parce que selon si on écoute Émile, Laetitia ou Pauline. D'accord? Et est-ce qu'on sait comment on va faire? Bon, oui, c'est des doublons. Ok. Donc, précédemment, avec le bois sec, on était dans le simple et dans l'évident. Là, on est dans ce qu'on appelle le compliqué, avec les experts. Et donc, on était dans les meilleures pratiques. Il n'y avait pas de façon de faire différente. Là, on est dans les bonnes pratiques, puisque finalement, il y a la façon de faire de Émile, il y a la façon de faire de Pauline, il y a la façon de faire de Laetitia. Quel problème on pourrait rencontrer avec ça? On pourrait avoir Pauline et Émile qui n'arrêtent pas de se disputer. Non, on va faire comme ça. Non, on va là. Là, c'est con d'y aller à telle heure, il faut aller à tel endroit. Plutôt, non, on fait plutôt ça. Non, ça va être inutile, on va faire ça. Ok. Donc si moi, je suis dans cet éco-village et que je dois prendre des décisions, là, on attend de moi justement que je tranche. Sinon, ce qui peut arriver, c'est la paralysie par l'analyse. Ils n'arrêtent pas de disserter sur leur expertise et on tombe dans une paralysie par l'analyse. Okay. Vous voyez que ça peut arriver dans tout ce que je raconte pour cet éco-village, ça peut arriver dans plein de situations aujourd'hui, c'est le but. D'accord. Donc il faut faire attention. Si je n'ai pas les experts et que je crois que j'ai un expert, je vais aller bouffer des champignons hallucinogènes, ce qui n'est pas forcément négatif, ou des champignons dangereux, non comestibles. Donc attention. Et puis il me faut le temps, on va en reparler après. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la paralysie par l'analyse, et puis finalement, au bout d'un moment, j'en ai marre de manger les girofles de Pauline. Mais Pauline, son expertise, c'est les girofles. À tel endroit, à tel endroit. Donc, de temps en temps, il faudrait que je puisse mettre quelqu'un de nouveau qui vient challenger le truc. Vous voyez, tiens, Lucien, va te mettre au milieu de la conversation, et on ne pourrait pas trouver autre chose? Ouais. Donc, quand on est dans cette situation que l'on va appeler compliquée, il faut bien s'assurer d'avoir des experts. Sinon, on est en danger. Et que les experts soient vraiment des experts. Mais il faut s'assurer qu'on ne tombe pas dans la paralysie par l'analyse parce qu'on a notre panel d'experts qui ne se met pas d'accord. Donc il faut savoir trancher. Et il faut aussi potentiellement mettre du sang neuf pour que les experts n'arrêtent pas de nous ramener toujours à leur expertise. Et finalement, on ne trouve jamais l'endroit où il y a les bons cèpes parce que les experts, ils savent trouver 3 autres types de champignons et jamais ils vont sortir de leur expertise.
D'accord? Qu'est-ce que j'aurais... Donc là, tout à l'heure, avec le bois sec, je vous ai dit, ok, tu nous demandes du bois sec, je catégorise ça, c'est du bois sec, je prends, ça, c'est pas du bois sec, je prends pas. Là, c'est un peu plus compliqué. Compliqué, c'est le terme du lieu où on se trouve. C'est j'observe, j'analyse, et j'ai ma réponse. Ok, on va faire ça ou on va faire ça. D'accord? Mais on est dans le cas de figure, l'autre cas de figure où on n'a pas d'expert. Donc là, on est dans quelque chose de complètement différent. Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Il va falloir qu'on essaye. On n'a pas le choix, il faut qu'on essaye. Donc il faut qu'on essaye par petits bouts, qu'on ne prenne pas de risque avec les champignons. Et puis, pour essayer, pour avoir enfin, il ne faut pas non plus qu'on essaye tout, mais il faut quand même diversifier au maximum nos essais, différentes heures, différents lieux, pour pouvoir trouver des choses. OK? Donc ça prend du temps. Il faut un maximum d'interaction et de diversification pour trouver des solutions qui sont émergentes. Donc là, on n'est pas dans des bonnes pratiques ou dans des pratiques, des meilleures pratiques, mais on est dans des pratiques émergentes, on va dire. Et on voit qu'on va essayer de plébisciter l'interaction. Dans notre zone bois sec, il fallait limiter l'interaction. Avec les experts, beaucoup de conversations au début pour se mettre d'accord, puis il faut trancher, puis après on agit. Là, c'est une interaction constante. C'est pas au début. Si on se met à parler au début, comme il faut qu'on essaye, ça sert à rien de parler trop au début. Par contre, il faut parler constamment pendant qu'on fait nos chats. Ah, là, j'ai vu ça. Ah, t'as vu ça? Il pourrait y avoir ça. Ah oui, là, j'ai vu ça. OK. Et là, on a trouvé ça. D'accord. Ah, tiens, on a essayé de goûter ça. Ça avait un goût aigre, mais on a pris un petit bout. Pour l'instant, on n'est pas malade. Tiens, au bout de... Et puis finalement, si on le cuit comme ça ou qu'on le cuit comme ça, on découvre des choses. Donc, une interaction au fil du temps. Ce qui n'a rien à voir avec le cas précédent où il y avait une analyse au début, puis on pouvait agir. Quel pourrait être le problème là? Le problème là, souvent, puisqu'on est dans le lieu de la complexité et de l'émergence, le problème pourrait être qu'on se précipite sur notre première solution. Ouah, on a trouvé des champignons qui sont pas trop dégueulasses à tel endroit. Et c'est bon. Ah ben, c'est peut-être dommage, parce que si on avait continué un peu notre interaction, notre recherche, nos essais, on aurait peut-être trouvé des cèpes bien meilleurs et en plus grande quantité là. Donc souvent, le problème avec l'émergence dans la complexité, c'est que votre première solution, vous pensez que c'est la bonne, et il vaut mieux attendre que d'autres solutions émergent pour pas trop, mais attendre, parce que la première n'est souvent pas la meilleure. D'accord? Après, je vais vous montrer un tableau qui résume tout ça, mais c'est illisible. Et c'est pour ça que je comptais le faire à la main pour que ça rentre peu à peu. Il y a un dernier endroit. Donc là, je vous ai parlé de l'endroit évident, de l'endroit compliqué, de l'endroit complexe. C'est très important parce que vous voyez que dans notre éco-village, en fonction de si on a l'expertise ou pas, je vais communiquer de telle façon. Là, je dois mettre en place une communication forte entre les gens dans la complexité pour faire émerger des choses. Dans l'autre, dans le simple et l'évident, je dois proscrire la communication qui ne fait que rajouter du bruit. Dans le compliqué en tant que manager, si on se place dans un truc contemporain comme ça, eh ben là, il faut que je m'assure qu'il y ait une conversation forte entre les experts au début et que je tranche à un moment. Ce qui n'a rien à voir entre les trois. OK ? Et donc, des fois, on répond toujours de la même façon à plein de situations qui sont dans des endroits différents. Et c'est là où on se vautre complètement et on a plein de soucis. Le dernier, ça pourrait être, tiens, Henri, il a mangé des champignons, il a très mal au ventre, il a des sueurs froides. Donc, ah oui, tiens, j'aurais pu me poser la question dans le domaine du complexe, est-ce qu'on sait faire trouver des champignons sans expert? On ne sait pas. Et là, on vient de basculer dans le côté imprédictible. Je ne sais pas. Et vous pourriez vous poser la question sur tous les choix que vous faites, ça peut être des choix très micro comme des choix très macro, est-ce que ce projet, on sait le faire? Peut-être qu'il y en a certains, vous allez dire oui, il n'y a aucun problème, c'est beaucoup plus rare qu'on l'imagine, beaucoup moins souvent qu'on l'imagine, et peut-être que donc on a besoin de plutôt d'interaction au début, ou peut-être que dans des phases du projet, on passe d'un moment complexe. Si on a des gens dans le village qui, au bout d'un moment, ont fait émerger, tiens, mais en fait, finalement, ces champignons, ils sont à tel endroit, dans telle zone, à telle heure, on va les trouver, et bien ça y est, on a fabriqué nos experts et on est passé dans le compliqué. Donc, c'est un bénéfice pour nous, parce que maintenant, on sait qu'on va trouver des champignons quand on veut les trouver, si ça correspond. On pourrait même pousser en disant, il faudrait que tout le village sache exactement où trouver des champignons et les reconnaître comme ça on serait dans le simple à n'importe quel moment. Mais la matière champignon s'y prête pas tant que ça, alors que la matière bois sec, elle s'y prête. Donc faire attention, il y a plein. Avant le McDonald's, on pourrait se dire, c'est du simple, c'est tac, 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 j'ai qu'un. Enfin, le côté très. Non, c'est pas. Oubliez le McDo, c'est pas un bon exemple, ça va être compliqué à expliquer. Mais
les gens vont vouloir rechercher de simple évident, puisque j'ai plus la peine d'avoir des experts, donc j'ai plus la peine de les payer, comme des experts. Ils n'ont pas une place à part. Et puis tout le monde est capable de le faire. Ça peut être très intéressant, mais pour plein de sujets, c'est très très dur à atteindre. On ne l'atteint pas tant que ça dans nos milieux, on va dire. OK ? Et donc le dernier, Henri, il est malade, il est un peu effondré, il est en train de vomir. Là, qu'est-ce qui se passe ? Ben là, en fait, j'ai pas de question. Est-ce que l'on sait faire ? Non, la question ne se pose pas. Là, il faut réagir. Dans le simple, j'observe. C'est du bois sec, c'est pas du bois sec. Je catégorise, j'ai ma réponse. Dans le compliqué, j'observe. OK, on est à tel endroit, tel mois dans l'année. Donc Pauline pense ça, Laetitia pense ça. Analyse, j'ai ma réponse. Dans la complexité, on essaye, on observe, on a notre réponse. Dans celui-là, il n'y a pas de question posée. Il faut réagir. OK, faites-le vomir. OK, filez-lui toute la salade possible, avec de l'eau glacée et du jus d'orange. On essaye, on observe, on a notre réponse. Là, il faut un commandant de bord. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a dit « faites-le vomir ». On n'a pas le temps de discuter. Votre serveur, il vient de tomber sous une attaque. Faites ça, faites ça, faites ça. On ne va pas chercher les experts. On ne va pas chercher l'émergence. OK ? Mais c'est assez insupportable. On a Henri là qui est super malade, il faut réagir vite, on est tous sous pression. Donc ce n'est pas tenable très longtemps, primo. Deuxièmement, je pourrais avoir le culte du leader. Vous avez vu, j'ai dit ça, maintenant vous faites ça. C'est quand même assez agréable. D'accord ? Et le problème, c'est que logiquement, je fais émerger... OK, à chaque fois qu'on est malade, si on prend bien ce morceau de salade, plus ça, normalement, à peu près, ça nous remet d'équerre. Donc finalement, peu à peu, on passe dans l'émergence, dans la complexité. Mais là, au contraire, il faut plein d'interactions entre plein de gens. Et donc ça, c'est difficile parce que dans le chaos, ça s'appelle le chaos, cette dernière zone. Dans le chaos, il me faut un command and control. Et après, je passe dans l'émergence. Au contraire, il faut que je m'éclipse pour laisser le maximum d'interaction. Puis l'émergence, elle solidifie des vraies réponses. Et là, je passe dans le compliqué, où j'ai mon panel d'experts. Puis si je veux vraiment répandre les choses, je passerai dans le simple. Ouais, c'est compliqué à lire, je vous l'ai dit. Imprédictible d'un côté, prédictible de l'autre, compliqué, simple, évident, complexe, chaos. En bleu, en dessous, vous avez j'observe, j'analyse, je réponds. Ouais, je vous ai un peu tout dit quand même, c'est bon. OK ? Donc ça, vous pourriez y penser dans vos attitudes. Est-ce que je dois communiquer beaucoup ou pas ? Est-ce que je dois me constituer un panel d'experts, mais dans ce cas-là, je dois trancher ? Et comment j'injecte du sang neuf ? Comment je maximise la diversification dans les interactions et comment je renforce l'interaction dans ce milieu complexe ? Ils seront disponibles les slides, hein, mais vous pouvez prendre des photos. Et tout d'un coup, c'est des placements très différents. Et est-ce que là, et vous pourrez être au début d'un gros projet, par exemple, dans la keynote, Rachel, elle parle de mise à l'échelle où on démarre petit. On pourrait dire qu'on démarre petit dans du complexe, tiens, comment est-ce qu'on apprend à travailler avec cette matière, etc. Puis il y a des normes qui commencent à arriver, puis on bascule dans le compliqué. D'autres types de fonctionnement, tiens, on a des pôles d'experts qui se constituent, mais il faut penser à les arrêter au bout d'un moment. C'est là-dessus que c'est intéressant. Cette chose qui s'appelle cinéphine de Dave Snowden, qui se prononce Cunevin. Vous pouvez la rallier aussi à la matrice de Stacy dans la complexité. OK, je passe à la situation 2. Ouais. Non, c'est bon. Ça a été ? OK. Alors, autre sujet dans notre éco-village. Qui prend les décisions ? On décide de faire du pain, parce que quand même c'est bon le pain. Et on décide de fabriquer du pain, mais il faut décider quel type de pain, comment est-ce qu'on le fabrique, etc., etc. Donc, qui prend les décisions là-dessus ? Est-ce que vous sauriez me dire quels sont les facteurs d'une bonne décision et les facteurs d'une mauvaise décision ? C'est dur de poser comme ça comme question, mais c'est quoi pour vous une bonne décision ? Éclairé. Donc, éclairé, ça veut dire qu'il voit. Ça veut dire qu'il voit ce qui se passe. Ou qu'il a des connaissances, expertise. OK ? Donc ça pourrait être qui les personnes amenées à prendre ces décisions ? Moi, je vais vous dire ça, parce que je vois que le temps a filé déjà. Donc effectivement, les gens éclairés, alors éclairés, je l'ai entendu dans le sens, je vois ce qui est en train de se passer, mais là, ça peut être l'expertise aussi, les experts du pain. OK. Il y a ceux qui sont impactés, ceux qui vont le manger, il y a ceux qui vont le fabriquer, ce n'est pas forcément les experts,
Et puis on pourrait, si on veut vraiment les lister tous, il y a ceux qui sont ni experts et qui ne vont pas le manger, qui ne vont pas le fabriquer. D'accord? Bon, je vais avancer. Moi, je me pose plusieurs règles que je tire. Est-ce que j'ai mis la référence? Ouais. Alors, moi, j'aime beaucoup un concept qui est Skin in the Game de Nassim Taleb, qui dit si vous n'êtes pas impacté par la décision que vous prenez pas des bonnes décisions. Si je décide sur le pain qu'on fabrique et puis que je ne le mange pas, en fait, je m'en fous de savoir si le pain il est bon, je m'en fous de savoir si vous le fabriquez bien. Donc, si je n'ai pas d'impact, mes décisions perdent beaucoup d'acuité. D'accord? Skin in the game. Prenez une décision. Vous avez de bien meilleures décisions si vous êtes impacté par la décision que vous prenez. Tout d'un coup, voilà, vous mettez votre peau en jeu. Deuxième chose, Taishi Ono, c'est le lean de Toyota. C'est comme ça que j'ai entendu éclairer au début. Alors, on prend une bien meilleure décision si on est au milieu du sujet. Ok, si le gars il est dans un autre village et il n'y a que ce village-là qui parle de faire du pain, il faut qu'il soit là, il faut qu'il voit un peu ce qui se passe, il faut qu'il voit les attentes des gens, il faut qu'il voit pourquoi tout d'un coup on a eu envie de pain. D'accord? C'est pareil dans vos entreprises. Si la personne qui prend la décision n'est pas impactée par le résultat et qu'elle est loin de ce qui se passe autour de la décision, ce n'est pas la bonne personne. Ça arrive souvent. Hein? Et autre chose que je rajoute dans la ligne en dessous, et ça c'est plus lié à on va y venir, hein, je vais zoomer là-dedans, une approche sociocratique, holacratique. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui. Un truc qu'il faut bien rappeler, c'est décider, ce n'est pas encadrer. C'est-à-dire que quand je vous dis, je vous ai donné les règles au début, je vous ai dit malheureusement ça arrive beaucoup dans les entreprises que quelqu'un qui soit pas c'est le grand chef ou la grande chef, c'est normal qu'elle ait envie de décider sur pas mal de trucs. Mais en fait, il ne faut pas qu'elle décide, il faudrait qu'elle mette des contraintes encadrées. Vous faites la bonne approche, c'est vous faites ce que vous voulez, à mes yeux, de ce que j'observe, de mon expérience, la bonne approche. Vous faites ce que vous voulez tant que vous ne changez pas de budget. Vous faites ce que vous voulez tant que cette équipe-là n'est pas impactée par votre choix. Vous faites ce que vous voulez tant que vous garantissez que vous continuez à cultiver les champs autour et que vous mettez pas et qu'on continue à manger dans le village et que vous ne mettez pas en péril. Et ça, c'est faire un cadre qui n'a rien à voir avec décider. Et on laisse les bonnes personnes, qui sont celles qui sont impactées et celles qui sont près du sujet, décider. Donc on est sécurisé en tant que... La façon de faire qui est éclairée pour moi, c'est cette approche sociocratique où on met ses limites, on met ses cadres. On y voit bien là ou pas? Vous voyez les ronds ou pas? C'est trop clair. Donc là, typiquement, dans le village, qu'est-ce qui se passe si on se dit que le village est une entité sociocratique, holacratique? Holacratie, c'est la même chose que la sociocratie, mais c'est le truc américain qui a déposé le brevet, donc payant. Mais sinon, sociocratie, c'est la source européenne. D'accord? C'est la même chose, grosso modo. Donc, si vous voulez, j'ai mon cercle des anciens ou des décideurs ou des plus costauds, ça dépend de la culture du village. Soit c'est les anciens, soit c'est les plus costauds, qui sont englobants dans le village. Et il se trouve que j'ai décidé d'avoir un groupe qui décide de l'agriculture, un groupe qui fait l'animation dans le village, un groupe qui fait la santé, un groupe qui fait la fabrication, et puis lui-même, il a 2 sous-groupes. Enfin bon, vous voyez ce qu'il y a à l'écran. Donc tout l'intérêt, c'est de bien définir, pour avoir des bonnes décisions, tout l'intérêt, c'est de bien définir ces cadres. Et la sociocratie s'y prête très bien, mais vous pouvez faire un peu comme vous voulez, qui disent toutes les décisions sur les fabrications des objets, elles se trouvent là. Et par contre, tant que vous respectez ça, ça, ça et ça et ça, c'est vous qui décidez. Et vous êtes les bonnes personnes pour décider, puisque c'est vous qui avez en charge des problèmes qui se posent. Vous êtes sur place, vous voyez les choses. Alors, il peut y avoir des experts, il peut ne pas y avoir d'experts, c'est un autre sujet. Et puis, c'est vous qui portez les résultats. D'accord? Je suis assez clair? Donc, juste sur cette sociocratie, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez vu, il y a des petits ronds avec des petits tirets.
Donc logiquement, ce qui se passe, c'est qu'au début de l'éco-village, on a un seul cercle. Voilà, on veut organiser notre village. On a besoin de quoi? Ah ben, on a besoin quand même de s'amuser, animation, on a besoin de manger, agriculture, on a besoin de prendre soin de nous, santé, et on a besoin de fabriquer des choses. Ok, donc on est là et on décide de former d'autres sous-ensembles. Et chaque personne de ce cercle initial, original, se dispatche dans les groupes. C'est pour ça qu'il y a des petites flèches. Et donc, finalement, on a besoin de ce cercle santé en tant que cercle englobant du village. J'ai besoin d'un cercle santé, j'attends ça du cercle santé. Donc on donne ce cadre au cercle santé. Et le cercle santé se crée avec une personne de ce cercle central qui fait la liaison entre ce cercle santé et le cercle central, et qui est garante du cadre. Par contre, dans le cercle santé, on discute de tous les sujets de santé, et c'est là que l'on décide. Si au bout d'un moment, on se rend compte qu'on a besoin de deux autres c'est très organique. Oh, tiens, finalement, on a besoin de plus de prévention, donc ok, on va se scinder en deux, nous dessous. On va faire le cercle soins et le cercle prévention. Et pareil, il y a une personne du cercle santé qui continue à exister, qui se dispatche dans les deux autres cercles pour garantir le cadre. Voilà ce qu'on attend du cercle soins, voilà ce qu'on attend du cercle prévention, et qui peut aussi être là s'il y a un blocage. On ne sait pas se décider au cercle soins, ou ça nous dépasse. Finalement, là, ça a un impact sur toute la question santé. Hop, on le remonte au cercle du dessus pour la décision, si vraiment on ne sait pas. Donc, l'important dans une organisation, c'est le pouvoir, c'est la décision. Où est-ce qu'elle se situe? Qui a quoi comme pouvoir? Et donc l'intérêt là, pour donner du sens, c'est que la décision est pour accélérer les choses. Qu'est-ce que ça amène? Ça amène une grosse accélération, parce que sinon, vous connaissez le truc, dans une équipe, on a besoin de quelque chose, ça remonte à l'équipe au-dessus, ça remonte au chef au-dessus, ça remonte au chef au-dessus, ça remonte les couleurs du papier toilette, pop, ça remonte au COMEX, puis ça redescend, etc. Donc là, toute la difficulté, c'est de bien définir ces cadres de ces cercles, sociocratiques ou holacratiques ou autres, peu importe le nom. Et après, ça accélère, puisque toutes les décisions qui concernent notre sujet, c'est là-dedans. Là, c'est rien à voir, on imagine que c'est Pitic, c'est un site pour qu'il puisse y avoir des chiens à Paris et qu'on puisse être heureux avec un chien à Paris. Donc là, c'est juste pour vous dire, au bout d'un an, on pourrait avoir ce nombre de cercles, puis au bout de 2 ans, ça pourrait grossir comme ça. C'est pour vous montrer le côté organique. Et puis là, je ne sais pas si vous voyez, entre marketing, communication et produit, ça pourrait être la même personne. Hein. On peut être dans 2-3 cercles. Hein. Alors, je ne rentre pas dans la théorie de l'holacratie et de la sociocratie, parce qu'après, personne n'est d'accord. On pourrait dire, comme un peu l'a dit Rachel sur les frameworks ce matin, tout le monde peut avoir son approche. Donc il y a des gens qui vont appartenir à 20 cercles. Moi, je ne sais pas comment ils font. Moi, je pense que c'est 2-3 maximum. Mais bon, en tout cas, vous pouvez appartenir à 2-3 cercles. OK ? Et puis là, dans le dernier, alors je dis, c'est une pyramide du sens. Où, de quoi on parle et où. C'est comme ça que se prennent les bonnes décisions. C'est le cercle sur les soins qui prend les décisions sur les soins, parce que c'est lui qui est confronté au problème. Et c'est lui qui est engagé là-dessus. Donc, il faut bien qu'on sache où se situent les soins. Alors, il y a un autre truc qui peut arriver au bout d'un moment. Là, vous avez l'impression que c'est des ovaires avec des spermatozoïdes, mais pas du tout. C'est arrivé comme ça. Au bout d'un moment, il peut y avoir 2 types de cercles. Vous les voyez là, Archi et PM, Product Management. Il peut y avoir des cercles d'expertise et des cercles de type activité-projet. J'ai mon cercle qui me permet de gérer les abonnements du possesseur de chiens, ici, et j'ai mon cercle de tous les architectes qui discutent entre eux de ce que devrait être. On retrouve le cas classique d'un groupe expertise et d'un groupe... bon, c'est une parenthèse sur le sujet. Je continue. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez au bout d'un moment. On prend une autre situation. Ok, on a dit que les meilleures décisions... J'ai pensé dire que les meilleures décisions, c'était skin in the game, ceux qui en recevaient les impacts qui étaient les meilleures personnes pour les prendre, plus ceux qui étaient vraiment sur place, quoi. On peut dire à quel moment on les prend, ces décisions. C'est autre chose. C'est tout de suite, plus tard, etc. Donc là, imaginons on doit installer un barrage sur la rivière pour plein de bonnes raisons. Ça va nous aider à faire de l'irrigation dans les champs. Ça va nous aider, pendant la rivière déborde, à quand même continuer à passer des échanges de marchandises entre 2 villages, par exemple. OK ? Mais où et comment? Alors, comment est-ce qu'on doit prendre? Sur quoi on va se baser là? Encore un truc du Lean, un peu Taishi Ohno encore. Il y a quelque chose qui est très sympa, très intéressant dans le Lean, qui à mon avis est complètement, que Agile a pris tel quel. C'est montrer le plus tôt possible
aux gens concernés par la décision, donc disons dans mon cercle, on montre, quand vous faites des revues, quand vous faites des démos, on montre, comme ça on a du feedback, et pas trop tard. Bon, c'est évident pour vous normalement. Donc on montre le plus tôt possible, et on décide le plus tard possible. Pourquoi? Parce que plus on en sait, mieux notre décision sera. Donc potentiellement, là sur ma rivière, si je décide tout de suite, je vais peut-être décider d'un endroit qui finalement sera pas si simple que ça pour l'irrigation et finalement sera quand même enseveli sous l'eau ou finalement sera... je pensais faire un pont en dur et peut-être que je dois faire des trucs qui sont flottants. Mais comme j'ai décidé très vite, je ne me suis pas rendu compte, en laissant peut-être du temps, en laissant peut-être l'eau avec l'automne commencer à arriver, j'ai peut-être été trop vite. Donc normalement, plus on attend, plus on a de la matière pour que notre décision soit la meilleure. Quand vous avez des choix à faire technologiques, peut-être que vous essayez 2-3 solutions, parce que vous êtes dans le complexe émergent, pas 12, 2-3, et vous avez le temps de laisser émerger quelque chose pour prendre la bonne décision, mais pour découvrir que finalement la librairie sur laquelle vous vous basiez, elle est pourrave, et que c'est plutôt cette option-là qu'il faut prendre. Donc, il faut que je décide le plus tard possible pour maximiser la valeur de ma décision. Mais attention, il y a un endroit dangereux, c'est la bascule, quand j'ai décidé trop tard. Si je dis j'attends pour voir l'eau, j'attends pour voir l'eau, merde, on ne peut plus fabriquer, il y a trop d'eau. Ou je ne sais pas dans quel site ça arrive souvent. Merde, on ne peut plus faire ça, c'est trop tard, on n'a plus le temps de le fabriquer. Ou je suis désolé, il faut qu'on prenne une option sur la technologie sur laquelle on hésite, parce qu'après on n'aura pas le temps de le fabriquer. Okay, donc dans le décider le plus tard possible, il y a un endroit important qui est le dernier moment responsable. Alors qu'est-ce que je montre là? D'abord vous prenez la grosse ligne. À gauche, apparition de la décision ni, je corrigerai, effet de la décision. Apparition de la décision, il faudrait qu'on décide où est-ce qu'on le met sur la rivière. Effet de la décision, on passe sur la rivière et on peut faire de l'irrigation. Habituellement, notre problème, j'introduis autre chose, je ne sais pas si c'était marqué dans le slide d'avant, j'introduis les Real Options de Chris Matz et de Olaf Madsen. C'est des trucs de finance qu'ils ont déplacés pour l'agilité. Donc habituellement, notre décision habituelle, c'est on n'aime pas être sans décision, on est un animal rationnel. Quand vous avez un chef ou une chef qui arrive et que vous lui dites « Vous avez décidé ?» Ah ben non, pas encore. C'est négatif. Il y a un truc qui ne se passe pas bien. C'est dommage, ça ne devrait pas être le cas. Mais en tout cas, on est en stress. Ne pas décider, c'est une faute. OK ? Donc d'habitude, on prend la décision très vite, au début. Et vous voyez, le vert, c'est le bénéfice qu'on obtient de notre décision. Donc finalement, plus on aurait attendu, que je ne fasse pas de faute de français, jusqu'à la fin, plus la partie verte aurait grandi. Et on aurait eu de... Ah oui, mais finalement, on prend cette décision comme ça, avec telle option et avec telle finesse. Et donc beaucoup plus d'impact. OK. Et vous voyez, il y a le dernier moment responsable, et finalement, il y a le triangle rouge qui est la prise de risque. Alors dans mon cas de figure de la rivière, la prise de risque, elle est un peu fatale, parce que la rivière a débordé, on ne peut plus fabriquer. Donc c'est définitif, c'est quitte ou double. Mais on peut imaginer que dans plein de cas de figure, c'est pas aussi quitte ou double. Par contre, le risque, il augmente. Donc vous avez un moment où ça se croise et où finalement, attendre plus, le risque est plus gros que le bénéfice que vous obtiendriez. Okay, je reviens aux Real Options. Qu'est-ce qu'elles disent, les Real Options? On a du stress vis-à-vis des décisions. Qu'est-ce qu'on devrait chercher à faire? Prendre des décisions, mais des décisions intermédiaires. Pas la décision finale. Donc, je vais essayer de vous mettre ça dans la partie grise, là. OK. Avant de décider, 10 minutes. Avant de décider définitivement, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On pourrait déjà essayer rapidos 2-3 types. Est-ce qu'on fait un pont? Est-ce qu'on fait des trucs flottants? On pourrait essayer 2-3 premières irrigations sans choisir définitivement et regarder un peu ce que ça impacte à 2-3 endroits. OK, on prend des décisions sur des éléments intermédiaires. Donc vous, dans le boulot, normalement dans votre vie dès à présent, dès 2025, c'est quelles sont ces décisions intermédiaires qui me permettent de ne pas prendre la décision globale sous stress au début, et qui ferme ma capacité d'impact en fait. D'accord ? Et après, vous arrivez dans une zone où là, vous prenez la décision suite à ces 2-3 décisions intermédiaires. Ce que vous dit Real Option, c'est vous ne dites pas oui ou non quand on vous demande une décision, vous essayez d'arriver avec une information intermédiaire qui permet d'en savoir plus. D'accord ? Pas de questions ? Alors, il me reste 10 minutes
Vous voulez qu'on discute ou vous voulez que je vous présente un quatrième cas? Ouais, ouais, ouais. Oui, tu pourras avoir ça. Tu pourras avoir un triangle rouge. C'est ça que tu veux dire? Ouais, voilà. On pourra avoir un triangle rouge inversé qui nous dit je prends une décision sans avoir la. C'est un peu mon triangle vert qui grandit. Je prends une décision sans avoir assez de données et finalement je ne prends pas une bonne décision. Ce que moi je traduis par j'ai un impact minime et ce qu'on pourrait traduire par je fais baisser mon risque. C'est mon triangle vert inversé dont tu parles. J'essaye une quatrième partie. Vous voulez qu'on discute? Donc, quatrième partie. Donc, entre-temps, je m'étais dit, tiens, on ne sait jamais, on va peut-être finir là. Donc, ce dont je vous parle, c'est là. Je fais de la pub. Les projets Winston, je vous en ai parlé aussi. OK, allez, une quatrième. Bon, on est en train de se dire, OK, d'abord, il faut que je sache si je suis dans le complexe, dans le compliqué. Très bien. Donc, en fonction de ça, je vais manager la situation différemment. Puis, on est en train de se dire comment est-ce qu'on s'organise pour prendre les bonnes décisions sur la situation, qui doit prendre la décision, puis on se dit à quelle temporalité on prend la décision. Il pourrait nous rester un autre cas de figure qui est OK, mais on prend toujours les mêmes décisions, et comment est-ce qu'on fait pour un peu penser hors de la boîte, vous savez, hors de ma zone de confort? C'est aussi là. OK, donc, je vous donne les réponses tout de suite, mais il y a deux choses qui sont un peu opposées. D'une part, il faut se mettre en mode ouvert pour trouver des choses nouvelles, nous-mêmes. Mais pour trouver des choses nouvelles nous-mêmes, il faut qu'on ferme notre cerveau. Donc il faut que c'est un peu n'importe quoi ce que je raconte, mais c'est pour vous donner un peu une idée. Il faut qu'on s'ouvre, mais il faut qu'on claque le cerveau pour pas qu'il puisse réfléchir. Donc il faut qu'on s'ouvre à tout ce qui n'est pas notre rationnel. OK ? Pour toute la partie gauche, je ne vais pas citer peut-être, j'ai oublié de mettre les citations là. Toute la partie gauche, ça vient d'une très belle conférence de John Cleese des Monty Python sur comment est-ce qu'ils, avec un chercheur de sciences cognitives, sur comment est-ce qu'ils trouvent leurs idées de sketch des Monty Python. Mais si vous lisez d'autres littératures, on retombe à peu près sur les mêmes choses. D'accord ? Il faut de l'espace. Je ne me rappelle plus ce qu'il voulait dire par là, tiens. Ah oui, les deux premiers, c'est l'espace et du temps. Donc en fait, comme on va vous demander de passer dans le ridicule, dans l'humour, il faut que vous soyez protégés, il faut que ça soit comme une règle de jeu. Voilà, ça, on va le faire dans tel endroit, plutôt hors du boulot, dans tel endroit, pendant 1h30. On démarre et on finit. Vous voyez, un truc qui encadre le fait que vous puissiez être en mode ouvert. Être en mode ouvert, ça va être autorisé. Être en mode ouvert, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui a découvert la pénicilline, quand elle a trouvé de la pourriture dans le fond de ses tubes à essai, mode fermé, pourriture, elle la jette. Mode ouvert, tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer là? D'accord? C'est ça, mode ouvert, dans ce cadre-là. Donc d'abord du temps et de l'espace. La troisième, c'est encore du temps ou encore de l'espace? Encore du temps. Encore du temps, si on se rend compte, c'est 1h30. La durée sur laquelle vous pouvez brainstormer. Ça, c'est vrai pour tout type de brainstorming, grosso modo. Essayez de ne pas faire au-delà d'1h30, on est asséché, on n'en peut plus. Okay, je vous mettrai le lien, je rajouterai ça dans les slides, je vois que je ne l'ai pas mis. Il va falloir qu'on ait de l'humour pour voir les choses très différemment. Et pour ça, il faut qu'on ait confiance entre nous. Je ne peux pas me ridiculiser devant vous si derrière, vous allez en profiter pour prendre ma place dans la hiérarchie. Mais grosso modo, c'est un peu ça l'idée. D'accord ? OK, 5 minutes. Donc typiquement, il y a un brainstorming dans une grosse boîte de téléphonie canadienne parce qu'il y a plein de... Vous la connaissez cette histoire? Non? Il y a plein de neige sur les fils de téléphonie et on voudrait l'enlever. Et la galère, c'est quand on envoie nos équipes sur le terrain, ils se font attaquer par les ours, c'est les forêts canadiennes. OK, comment on pourrait faire? Je vais vite. Le mieux, ça serait que ce soit les ours qui l'enlèvent, comme ça au moins on ne serait pas emmerdé. Ouais, c'est très con. OK, d'accord. Bon, alors ils font comment les ours? Ils vont secouer le truc. D'accord, ils vont secouer le truc. Mais pour aller secouer le truc, qu'est-ce qu'il va aller faire aller secouer? On met du miel. OK, pas con, on met du miel. Mais si on met juste du miel, ils vont venir le lécher. Ah ouais, donc il faudrait qu'on mette du miel en haut du poteau.
Ok, d'accord. Mais bon, ça enlève rien au problème, parce que finalement, il faut qu'on envoie des gens mettre du miel en haut du poteau. Ok, bon, bah là, on va envoyer un hélicoptère ou un drone maintenant, aujourd'hui, pour mettre du miel en haut des poteaux. En fait, si on envoie l'hélicoptère au-dessus des lignes, les pales enlèvent la neige. Donc tout d'un coup, on arrive à des solutions un peu différentes, parce qu'on a eu beaucoup d'humour, parce qu'on s'est lâché. L'important, c'est de surtout pas réfléchir dans ces phases-là. C'est là où il faut bloquer le cerveau, la partie fermée du cerveau. Il faut tout déballer. Et après, on la regarde avec intelligence et rationalité. Et après, on découvre des pistes que vous n'auriez pas pu faire émerger parce qu'au début, vous étiez en mode fermé. Donc, comment le cerveau, on le met en mode, on l'empêche de réfléchir, mais on lui dit des interdictions. Trouve-moi une solution, mais tu n'as pas le droit d'utiliser tel mot. Tu n'as pas le droit d'utiliser telle couleur. Tu n'as pas le droit d'utiliser de pronoms. Ok, ou tu dois faire que des phrases de 8 mots maximum. Ok, et tu dois... alors ok, là on doit se trouver le prochain, la prochaine tagline de Agile Lille. Elle doit parler de... Tiens, hop, je lance un random. Parapluie, noir, agilité. Top, on a 10 secondes. Parapluie noir, agilité, ça me fait penser à ça. 10 secondes de plus. Ok, ça me fait penser à ça. 10 secondes de plus. Il y a un atelier comme ça qui s'appelle Crazy 8, vous le connaissez? Ouais. 10 secondes de plus, ça me fait penser à ça. Donc qu'est-ce qui se passe là? On étouffe le cerveau avec le temps. Et on fait de l'absurde en allant chercher des mots qui n'ont rien à voir. Ça m'arrive régulièrement chez un client de dire c'est quoi tes forces? Non, c'est quoi tes forces? C'est quoi tes caractéristiques? C'est quoi que tu as envie chez tes concurrents? Fais-moi une liste de mots. Hop, voilà 20 mots random. On lance des dés et on prend. Ta force, c'est l'excellence. Ce que tu as envie chez le concurrent, c'est... Enfin, c'est pas l'excellence, on va dire... ton truc, c'est les montres. Vitesse de livraison, orange. Le fruit ou la couleur, j'en sais rien. Trouve-moi un truc. Là-dessus, tu as 5 minutes. Et puis après, vous voyez, c'est ce genre de choses. Donc, pour finir, cette dernière situation, c'est il faut se mettre en mode ouvert, un lieu dédié, un espace dédié, une durée limitée, 1 heure et demie, de la confiance. Il faut oser faire de l'humour. Et de l'autre côté, on essaye de casser le cerveau pour qu'il puisse sortir des choses, pour sortir de notre rationalité. Et là, j'ai vraiment fini. En plus, à 10h55. Voilà. Des questions? Non, je vois que vous n'avez pas de questions depuis ce matin, donc je sens que je suis complètement clair dans ce que je raconte. Merci. Bonne suite de l'édition d'Agile 2025.